Bonjour à tous, donc moi c'est Alice Malabreda et je suis donc chargée de communication et programmation de l'étape. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir pour ce nouveau format que propose l'étape, à savoir du coup les tester et approuver. Donc pour faire un très bref rappel sur ce qu'est l'étape, c'est donc l'espace de coworking des agents publics ouvert par la préfecture de région d'Île-de-France. Donc, qui est situé dans le 9e arrondissement et qui accueille du coup les 3 versants de la fonction publique. On accueille notamment donc des agents nomades qui souhaitent du coup profiter d'un espace de travail totalement équipé, mais également on accueille les agents télétravailleurs ou les équipes projets, parce que l'étape bénéficie du coup d'un espace créatif qui convient parfaiement aux projets et aux ateliers innovants qu'on peut du coup voir de plus en plus, j'ai envie de dire. Donc du coup, l'étape a une programmation propre avec déjà des apartés, mais du coup, on lance aujourd'hui avec Nathanaël, en tout cas, les tester et approuver. Donc ici, voilà, c'est vraiment un format de boîte à outils, d'échange d'expériences, parce que au final, on essaye tous différents de nouvelles choses, et ça c'est bien de pouvoir échanger sur ces nouveaux sujets et se donner un petit peu des conseils. Donc, après le jeu des sciences comportementales qui a été le premier testé approuvé, ici, on accueille donc Nathanaël Traver, chargé de mission de transformation numérique et innovation au sein de la préfecture d'Île-de-France. Et on va aborder le sujet du parapheur numérique. Donc, Nathanaël, à toi. Merci beaucoup Alice, merci Magali, merci pour l'invitation. Déjà, bonjour à tous. Alice a fait une excellente présentation, donc pas la peine de la refaire. Peut-être simplement en guise d'introduction, j'ai fait une espèce de présentation, mais je crois que l'idée du format, c'est de penser à un modèle qui soit très interactif, donc n'hésitez pas à m'interrompre et à demander des précisions. On m'a demandé d'essayer de penser une présentation qui soit la plus concrète possible, et elle sera d'autant plus facilement concrète que le projet de parapheur électronique ou numérique, c'est le projet dans lequel on est. Je sors d'une réunion parapheur électronique, je vais dans une réunion parapheur électronique en sortant, et donc on est en plein justement dans l'action concrète de ce sujet-là. Donc peut-être déjà pour donner un peu une perspective sur notre positionnement sur le sujet, je pense que le sujet de parapheur électronique est un sujet globalement d'actualité. Je sais et je vois dans la liste des participants aussi que des gens ont des projets ailleurs dans d'autres préfectures, et je pense que c'est des outils qui aujourd'hui sont en train de se diffuser et qui soulèvent quand même un certain nombre de questions et un certain nombre aussi de difficultés. Et ça, vous m'arrêtez Alice et Magali, mais je crois que le but du jeu, c'est aussi de souligner les difficultés et donc d'avoir un discours transparent sur ça. Donc simplement pour vous donner un peu la perspective sur le projet, là l'idée pour nous c'est de la mise en place d'une solution à la fois de gestion électronique du courrier et de parapheur numérique. Peut-être en termes d'outils techniques, on verra la différence entre ces deux modalités, mais qui s'intègrent dans un seul et même outil. On a donné le nom à ce projet Sirocco. Alors, j'espère que ça n'évoquera pas pour vous le vent saharien, mais c'était l'idée de système de routage du courrier pour justement dans une stratégie de communication qui soit vraiment affirmée. C'est aussi pour ça que Clara, qui est de l'équipe de Magali et Alice, a créé un logo, qu'on a essayé de penser un nom et qu'on essaie de penser aussi une campagne de communication. Ça, c'est, je pense, un des sujets qui est important aussi sur cette question de conduite du changement. Et nous, notre position dans le projet, c'est un projet qui officiellement, en tout cas sur le papier, à partir d'avril 2021, a été lancé. Je dis sur le papier parce que c'est vraiment le moment où le top départ est lancé. De avril 2021 à globalement novembre 2021, c'est-à-dire à l'année dernière, l'idée, ça a été de faire une étude de l'existant, de comprendre ce qui se passait sur la PRIF et d'identifier la bonne solution. J'en parle avec une certaine... Il ne faudra pas poser trop de questions sur ce volet-là parce que moi, je n'étais pas présent. Moi, je suis arrivé uniquement en janvier de cette année et donc directement dans la phase la plus concrète, le travail préparatoire avait été mené et depuis décembre 2020, et globalement janvier, on est lancé dans une expérimentation qui est en train, qui vient de rentrer dans sa phase la plus concrète et qui va durer jusqu'à la fin du mois avec une perspective de finir le déploiement de la solution sur l'intégralité de la PRIF d'ici décembre 2022. Alors ça peut-être... Pourquoi on s'amuse à développer un parapheur électronique? Je passerai sans doute assez rapidement sur cette dimension-là, parce que je pense que c'est si vous êtes là, c'est que sans doute que vous êtes intéressé et que vous voyez évidemment ce qui, dans nos institutions, dans nos organisations, justifie ce genre de projet. D'une part, je pense qu'il y a des irritants et des difficultés qui sont rencontrées sur le terrain, sur lesquels on essaie de trouver des solutions. C'est la perte de documents sur les parapheurs, l'absence de traçabilité, des documents qui vont se perdre. Magali, je crois, sait de quoi on parle encore très récemment
notamment avait rencontré ce sujet-là, et c'est un sujet qu'on rencontre, je pense, assez fréquemment, à la fois de perdre des parapheurs, d'avoir des difficultés sur les différents sites sur lesquels on se trouve pour pouvoir les faire circuler. Et dans le contexte aujourd'hui du télétravail, la question, elle est d'autant plus précieuse. Et il y a évidemment une question de durée de traitement. Ça, d'emblée, sur cette question-là, est-ce que le parapheur électronique permet d'aller plus vite? La réponse, elle est oui, indéniablement. Je pense qu'on gagne un temps considérable et qu'il n'y a pas de question à se poser de ce côté-là. On gagne du temps à la fois parce qu'évidemment le circuit il est plus rapide. Après, ça va dépendre de la taille des organisations, mais globalement des préfectures, on est rarement dans des petits bâtiments. Et ne serait-ce que le temps qu'il faut pour se déplacer d'un bureau à un autre, pour transmettre les dossiers, que ce soit vous-même ou que ce soit vos huissiers qui passent à des heures ou quelque chose comme ça, avec un système de parapheur électronique, on est complètement autonome et c'est extrêmement fluide. Mais là, on va sans doute gagner plus de temps. C'est aussi sur cette question justement de traçabilité des courriers. La traçabilité, ça permet de savoir où c'est et donc d'éviter de les perdre, mais ça permet aussi d'identifier à quel endroit un document va être arrêté, à quel endroit, voilà, est-ce qu'il y a un bureau dans lequel ça a été bloqué, est-ce qu'il y a et aujourd'hui, par exemple, genre un parapheur qui va arriver dans un bureau où la personne est en télétravail et puis après prend une semaine de vacances, va être un parapheur qui va rester bloqué pendant une dizaine de jours, alors qu'aujourd'hui, avec un outil comme ça, très rapidement, on va pouvoir voir et faire sauter les cases et pouvoir accélérer et du coup dynamiser le système. Et après, évidemment, je pense qu'il y a toute une série d'intérêts qui sont aussi des avantages qui sont nouveaux. Et qui sont des choses sans doute beaucoup plus innovantes, qui est l'automatisation de certaines tâches, la génération de modèles et la gestion des modèles au sein d'une organisation, et un certain nombre de bonnes pratiques qui permettent d'être à la fois centralisées et organisées. Alors, je vois déjà une question dans le chat, je fais comme les youtubeurs, je vais être super nul à ce jeu parce que je ne suis pas du tout youtubeur, mais je vois une question dans le chat, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir marche courrier pour mettre en place le parapheur marche? Écoutez, c'est une excellente question. C'est une excellente question. La réalité aujourd'hui, oui, et ça c'est peut-être sur la question justement des deux modules. Du point de vue informatique, il y a une différence entre 4 grands principes informatiques. La gestion électronique du courrier qui est un type de logiciel, les parapheurs électroniques qui en sont une autre et qui sont à ne pas confondre avec de la gestion électronique des documents, des GED, qui sont aussi un autre type de système, et un troisième type de système un peu plus particulier qui sont les SAE, les systèmes d'archivage électronique. Ces 4 types de systèmes qui sont différents parce qu'ils reposent sur des modèles intellectuels différents, mais aussi sur des modèles de description de la donnée qui sont différents. Pour autant, aujourd'hui, on a choisi d'avoir marche courrier, c'est-à-dire un système de gestion électronique du courrier et un parapheur électronique. Pour autant, c'est complètement transparent pour les usagers parce que c'est un seul et unique logiciel qui agrège des briques. Et donc là, nous, dans la solution qu'on a choisie, dans marche courrier, vous avez un parapheur électronique qui est un module complètement intégré. Donc, si vous avez marche courrier, vous avez un système de parapheur électronique. Maintenant, et ça, c'est la solution nous qu'on a portée, elle est portée par le SGAMI, ça, c'est la proposition qui est faite. Je sais que la société Marche propose un parapheur électronique qui soit indépendant du système marche courrier. Et donc, je pense que c'est tout à fait possible de l'installer effectivement sur vos serveurs en locaux, de l'avoir en solution en SaaS, à distance. Mais je ne crois pas que ça fasse partie des propositions que fait le SGAMI, mais à vérifier. Après, du point de vue effectivement informatique, les deux sont dissociables et c'est possible de les avoir de façon dissociée, même si voilà. Après, typiquement, si vous avez marche courrier et que vous n'utilisez pas la numérisation du courrier, ça ne vous empêche pas d'avoir un outil tout à fait performant qui va permettre de faire circuler des documents. Et ça, c'est peut-être la précision qu'il faut avoir. Et ça, je pense que nous, ça, c'est la principale chose qu'on rencontre quand on essaye justement de faire monter en compétence les agents sur ça, c'est de bien expliquer que c'est pas une GED, c'est pas une gestion électronique des documents. Ça donne des fonctionnalités qui va donner l'impression aux gens que ça fait de la GED. On va pouvoir avoir des dossiers et des arborescences, mais clairement, le marche courrier est sous-performant sur ces questions-là, parce que c'est pas ça le cœur de son usage, comparé à des outils comme PandaDoc si on va dans le secteur privé ou Resana si on reste sur des options publiques partagées. Et donc nous, ce qu'on essaie pour simplifier, voilà, vraiment la gestion électronique du courrier et le parapheur numérique, c'est fait pour gérer des documents qui ont une vocation à circuler et à être soumis à des circuits de visa et de signature. C'est-à-dire, voilà, vraiment, c'est pensé sur des itinéraires. On le regardera un petit peu, puis je peux même vous montrer le logiciel en réalité si on a le temps. Donc, vraiment, voilà, de la circulation avec un certain nombre de visas. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui est à expliquer parce que les gens qui se connectent à un logiciel, pour le coup, ils ne rentrent pas dans ces schémas techniques-là. Et pour eux, ils ont l'impression qu'une solution électronique, une solution électronique de gestion de documents, ça va faire tout. Et ça, je pense que c'est quelque chose il faut sensibiliser aussi les agents à ça. Aujourd'hui, il n'y a aucune solution numérique qui fait tout.
jusqu'à preuve du contraire, et peut-être que ça viendra dans quelques années, mais il n'y a rien qui fait tout aussi parce qu'en fait, on est sur des modalités de traitement qui sont très différentes. De l'archivage électronique, vous avez besoin de données qui soient sécurisées et arrêtées. De la gestion de documents, vous avez besoin de déplacer des grands volumes de documents de façon instinctive. Une gestion électronique courrière par rapport numérique, vous avez besoin de faire circuler. Et du point de vue informatique, c'est des schémas de pensée qui sont pas du tout les mêmes, qui reposent pas sur les mêmes modèles de description, sur les mêmes schémas de code ou des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution unique, et ça, c'est sans doute un objet de pédagogie. De la même manière qu'on doit expliquer aux agents, aux utilisateurs des services publics que l'État est un bloc divisé en différentes administrations, chose qu'ils ne voient pas forcément. Donc c'est deux choses un peu différentes. Je vois que je m'étale de façon absolument angoissante, donc je vais essayer de passer un peu vite. Peut-être deux questions de fond du point de vue un peu théorique sur le fond, deux réflexions que je trouve intéressantes du point de vue de l'évolution numérique de la société. D'une part, et ça c'est une question qui est intéressante, et nous quand on a fait l'étude de l'existant, on est dans ce cas-là. À quoi ça sert de traiter électroniquement les courriers alors que le volume des courriers est en train de s'effondrer? La baisse des courriers, je pense que c'est un mouvement qui est engagé depuis 10 ans et on constate une baisse. Depuis le Covid, nous, en réalité, les courriers se sont effondrés et la tendance qu'on voit, et aujourd'hui, dans les nouveaux outils qu'on est en train de déployer sur d'autres plans, sur des marches simplifiées, sur d'autres solutions, tendent à laisser penser que dans quelques années, le courrier, ça sera vraiment une part extrêmement restreinte et donc, pourquoi s'amuser à faire un système de paraphore électronique et de gestion du courrier? D'une part, il y a une question qui est assez simple, c'est que la baisse du courrier, ça rend les choses beaucoup plus faciles. C'est-à-dire, je pense que s'il y a 10 ans, on avait dû mettre de la gestion électronique du courrier sur des volumes qui étaient 100 à 200 000 courriers, on était sur un chantier beaucoup plus important. Aujourd'hui, 50 000 courriers avec des crucialités qui sont quand même un peu plus faibles qu'avant, ça rend le projet plus facile et donc c'est aussi l'occasion de mener ce genre de chantier. Mais là où surtout, je pense qu'il y a un intérêt, c'est que demain, on a une complémentarité à gérer qui va être compliquée. C'est-à-dire, et ça, on est en plein dans les sujets d'actualité sur la question de l'accessibilité numérique et comment on va faire quand on aura tout simplifié, tout numérisé les démarches. Comment on va pouvoir être encore en mesure de traiter les gens qui vont continuer à écrire par courrier parce que certaines modalités vont être obligatoires, demeureront sans doute recommandées par courrier, et surtout parce qu'on a encore des gens qui vont vouloir écrire par courrier et qui vont pas forcément avoir ou le réflexe du numérique ou surtout la compétence du numérique. Et moi, je viens d'un milieu... Moi, là-bas, j'étais au ministère de la Culture et sur ces sujets-là, on était très sensibilisés parce que dans les bibliothèques, on avait de plus en plus de gens qui venaient demander de l'aide sur le numérique. Il faut se dire que les gens qui viennent demander de l'aide sur le numérique, c'est pas seulement les personnes âgées qui sont en mouvement de génération. On a des gens de 17, 18 ans qui viennent parce qu'ils sont pas capables de remplir leur démarche. Et donc, il va y avoir ce shift à gérer qui va être une vraie réalité. Et donc, il va falloir avoir aussi cette possibilité de gérer la complémentarité entre les documents physiques et les documents numériques. L'avantage d'une solution comme ça, c'est qu'un système de gestion électronique du courrier, ça c'est pareil, on doit bien le répéter quand on mène le projet, c'est que pour nous, courrier, c'est entendu au sens très large. On traite des courriers physiques qu'on va numériser, mais on traite aussi des emails et des documents numériques. Et donc là, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les services vont avoir des bannettes de courrier où ils vont avoir tout azimut du courrier numérique et du courrier physique. Et ça, je pense que c'est quand même une chose tout à fait intéressante. Le deuxième enjeu, il est aussi un peu plus méta, mais je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Et moi, aujourd'hui, c'est un des principaux enjeux de conduite du changement quand je rencontre les agents pour leur expliquer qu'il y a un total changement de paradigme avec une solution comme ça vis-à-vis de l'archivage et de la façon dont on va retrouver ces documents. Et ça, c'est pareil, je suis désolé, je parle beaucoup de bibliothèques, mais je suis encore fraîchement sorti des bibliothèques. Mais le système d'archivage que les gens connaissent, c'est exactement le système d'archivage papier. Et ça, c'est le changement de paradigme sur les supports de médias, en réalité, prennent beaucoup de temps à changer. Si vous regardez l'histoire du livre, au XVIe siècle, les livres imprimés ressemblent à des livres manuscrits. Il va falloir attendre plusieurs siècles avant que le livre imprimé va pouvoir s'autonomiser dans ce que ça importe. Et aujourd'hui, le numérique tel qu'on connaît aujourd'hui est un numérique extrêmement influencé par les modèles de papier. Le schéma de l'arborescence que vous connaissez sur vos documents est un schéma d'arborescence qui correspond au papier. Vous avez une pochette avec une sous-pochette et des sous-chemises à l'intérieur. On est sur une translation parfaitement équivalente de l'archivage papier vers l'archivage numérique. Aujourd'hui, avec un système qu'on est en train d'apporter comme ça, et donc là, aujourd'hui, moi j'ai les gens, on leur présente le système, on leur explique ce qu'ils doivent faire, et ils me demandent tous et systématiquement, est-ce que je peux créer des dossiers et refaire la même arborescence que celle que j'avais? La réponse est oui, vous pouvez le faire, mais en réalité, on peut faire beaucoup plus que ça, et on change complètement de paradigme, on passe sur un modèle de gestion de la donnée plutôt qu'un modèle de gestion des documents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but du jeu, c'est pas de créer un document et de le classer, c'est de recevoir un document et de le décrire,
de dire ce document-là, c'est tel expéditeur, c'est telle donnée, mais on peut aller extrêmement loin sur les données. Là, aujourd'hui, moi, j'ai un cas sur les arrêts de travail, on va renseigner la date de début d'arrêt de travail, la date de fin d'arrêt de travail, le type d'arrêt de travail. Et ça, c'est pareil, quand j'explique aux gens qui vont devoir faire ça, il y a tout de suite une inquiétude parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant. Ils se disent, bah, attendez, nouvel outil. Et puis, c'est bon, direct, il y a des choses supplémentaires à faire. Mais donc, du coup, de bien faire une pédagogie sur, effectivement, il y a une première étape qui est complètement nouvelle, qui est la description du document. Ce qu'on faisait visuellement avant sans le noter, aujourd'hui, il faut le décrire et l'écrire. Mais la perspective de ça, c'est que demain, vous n'avez absolument pas besoin de classer des documents. Vous n'avez absolument pas besoin de faire des arborescences parce que vous allez pouvoir utiliser la recherche en langage naturel qui va pouvoir aujourd'hui, donc ça, c'est la vue est un peu petite, mais on pourra l'agrandir après, mais c'est aujourd'hui, moi j'explique au SRH que avant leur système de classement où c'était, bon bah voilà, il fallait connaître le nom de la personne, mais si vous vous disiez, ah mais je me souviens d'un arrêt, un CMO du 11 avril, comment je vais faire pour le retrouver, c'était parfaitement impossible, et ils sont confrontés à des cas, donc on arrive à tout de suite leur montrer l'utilité, alors que là, aujourd'hui, vous pouvez simplement taper, je veux voir tous les arrêts de travail CMO, du 1er avril au 11 avril, et vous allez avoir la liste de tous les documents, s'ils ont été bien décrits, qui vont apparaître, avec la possibilité, et là c'est un des chantiers sur lequel on est, c'est d'accoler aussi des systèmes de visualisation de la donnée comme Kibana ou d'autres solutions de statistiques, qui vont permettre aussi de sortir des graphiques et de se dire... voilà l'évolution du type de courrier reçu sur une année et de façon totalement instantanée. Et donc là, il y a un gros enjeu. Je pense que ça va complètement changer la façon dont on appréhende les documents et la donnée. Parce que demain, le but du jeu, c'est aussi de traiter l'intérieur des documents, de sérialiser systématiquement. Et ça, on est déjà en mesure de le faire. Aujourd'hui, ça marche très bien, la sérialisation. Et donc, de chercher non seulement dans la description, mais aussi dans les documents. Mais ça, pour le coup, il y a vraiment une grosse pédagogie à faire auprès des équipes qui ne comprennent pas pourquoi ils font ça alors qu'ils ne le faisaient pas avant et qui aujourd'hui... Et moi, ma méthode sur ça, ça a été de dire, je leur montre comment on fait une arborescence, je leur explique comment classer leur dossier et je leur dis, ouais, continuez, faites exactement comme avant, mais je vous montre comment ça marche la recherche et je prends le pari que dans 6 mois, ils vont arrêter de classer parce qu'ils auront réussi à appréhender l'outil. Mais glissement tranquille, on continue à faire comme avant et c'est la fonctionnalité, c'est le bénéfice de la fonctionnalité qui fera la transition plutôt que de dire aux gens, non, vous vous arrêtez là, on change de méthode, ou ça c'est extrêmement... anxiogène en réalité pour des gens qui travaillent comme ça. Et puis, l'archivage des documents comme ça, ça fait 200 ans qu'on fait ça. Donc, il y a une transition sans doute un peu douce. J'espère que vous avez bien prévu 4 à 5 heures de conférence. Est-ce que ça va traîner Peut-être Nathanaël, excuse-moi, et tu vas sûrement en parler sur la suite, mais effectivement, ce que tu es en train de noter sur le fait que, eh bien, forcément, quand on engage des projets comme ça, il y a nécessairement un sujet d'acculturation, de formation et puis d'accompagnement au changement, mais c'est peut-être ce que tu vas traiter là par la suite qui est forcément consubstantiel à la conduite de ce type de projet numérique. Complètement. Ça, je pense que ça, c'était un enjeu qui avait été identifié très tôt. Quand le projet et moi, quand je suis arrivé et qu'on m'a pris mon poste, on m'a dit il y a un très gros sujet de conduite du changement. C'est 480 agents. Et ça, je pense qu'il faut vraiment, effectivement, prendre la mesure de ça. Et ça, même aujourd'hui, dans la proposition qu'on nous avait fait, dans la mise à disposition du logiciel, il y avait un peu l'idée, on met à disposition un logiciel comme on mettait à disposition d'autres logiciels. C'est-à-dire que vous avez eu Resana qui a été proposé comme une offre de service, vous avez là Webinaire de l'État qui a été proposé comme une offre de service. On donnait un accès au logiciel et puis on disait aux gens, voilà, c'est un outil supplémentaire, vous avez un tournevis de plus dans votre mallette, vous pouvez vous en servir. Un parapheur électronique, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, moi, à mes yeux, c'est pas ça. C'est un outil qui va changer structurellement la façon dont on appréhende le travail dans les préfectures, dont on appréhende la circulation des documents, dont on appréhende les relations entre les services. Et donc aujourd'hui, et nous, le pari, c'est ce qu'on a fait. Je vais vous montrer après, je dirais simplement assez vite sur les étapes, parce que les étapes, justement, elles sont le reflet de ces positions-là. C'est mettre à disposition uniquement le logiciel Marche, il me faut 2 mois pour le faire. Dans 2 mois, moi, je peux donner accès à tout le monde à un logiciel Marche qui soit bien paramétré et qui permette de faire globalement les choses. Disons en tout cas, faire comme on fait sur les logiciels, un paramétrage basique qui va permettre de traiter un système basique et qui va permettre aux gens de se servir de la fonctionnalité. Mais le résultat de ça, il va être absolument évident. La plupart des gens ne vont pas s'en servir. La plupart des gens vont être passés dans une situation de faiblesse par rapport à ça, parce qu'en réalité, il y a un changement, et ce qu'on voyait là sur la description des données, il y a un changement même intellectuel sur le fonctionnement du logiciel et les gens vont être effrayés. Et puis en réalité, quand on est dans un circuit de travail, on le voit sur Resana. Resana, je pense que c'est un outil qui marche bien, qui est simple d'accès. Je vois Magali qui sourit, qui a quand même des défauts, je le conseille, mais qui est quand même un outil qui est relativement simple d'approche. Il y a plein de gens, et moi le premier,
qui s'en servent relativement pas, parce qu'on est dans le courant du travail, qu'on n'a pas eu de démonstration et qu'on n'a pas eu de trucs comme ça, et que du coup, on le prend. Et nous, notre pari, ça a été de dire, on va prendre le temps, on prend 1 an pour faire ce projet-là, avec une importante conduite du changement, et ça va complètement se matérialiser du coup dans l'équipe qui est rassemblée autour du projet, qui est une équipe qui est assez dense. Et effectivement, on pourrait le faire à une seule personne à mi-temps qui va faire ça sur 3 mois, ça serait possible. Mais nous, le but du jeu, ça a été de dire, on va mettre les moyens de faire en sorte que le logiciel, il arrive, que les gens soient vraiment accompagnés, qu'il y ait de la formation. Il y a un intense programme de formation qui est prévu, il y a de la communication. Et il y a l'idée aussi de faire un paramétrage, de pas seulement donner un paramétrage basique, d'apporter ce paramétrage basique-là, parce que c'est ça le cœur de l'outil, mais aussi de pouvoir faire ce qu'on fait avec le SRH, de pouvoir dire, on va avoir les services, on va dire sur tel processus, quelles sont les données dont vous avez besoin, on vous crée des modèles d'enregistrement qui sont sur mesure, et on essaie justement de pouvoir exploiter toutes ces possibilités de l'outil-là. Et donc ça, évidemment, la conduite du changement, un gros sujet. Mais ça, je fais peut-être, et ça sur la conduite du changement, un truc qui est complètement intéressant de mon point de vue. Bah, deux trucs. D'une part, moi, quand je suis arrivé, j'avais l'habitude de projets numériques qui avaient été déployés, de ce que ça peut représenter à une époque et face à certains outils, des outils qu'on avait dans l'administration. Et on m'avait dit, voilà, il y a un contexte social, il y a beaucoup d'agents, ils sont habitués, il va falloir avoir vraiment cette conduite du changement extrêmement attentive. Mais 2 choses. D'une part, et ça, c'est ce qui nous a poussé à choisir le logiciel Marche, c'est un très bel outil. Moderne, et on n'est pas sur de la conduite du changement comme on a pu faire si vous avez, je sais pas, Casper ou les anciens logiciels. Moi, quand j'étais arrivé, je m'étais dit ça va être un truc en JavaScript un peu à l'ancienne, et ça va être compliqué. Et ça, c'est pour ça que je disais là justement dans notre analyse de l'existant, la question de l'ergonomie de la solution, ça me paraît être un critère décisif. Aujourd'hui, la conduite du changement, elle est infiniment simplifiée parce que le logiciel est beau. Indépendamment même de son fonctionnement, il est beau. C'est-à-dire que quand on ouvre la connexion des gens, les gens ils se connectent et ils se disent « Ah ouais, ça c'est le genre d'outil que j'utilise d'habitude, c'est un truc qui marche. » On n'est pas sur les vieux logiciels qu'on a bricolés, comme l'État a eu la spécialité de le faire entre 2000 et 2015, d'inventer ces logiciels et ces solutions maison, qui, pour bien marcher sur le plan fonctionnel, n'avaient pas forcément aussi cette construction-là. Et ça, le deuxième truc de conduite du changement aussi, c'est... Je pense que les équipes ont changé et qu'aujourd'hui, le numérique, c'est beaucoup plus facile à apporter. Moi, je m'attendais à arriver vraiment sur ce qu'on rencontrait il y a encore 4 ou 5 ans sur le logiciel numérique, des gros freins. On l'a encore dans certaines équipes, mais même des populations qu'on pourrait présupposer les plus éloignées du numérique, le numérique, il est quand même bien rentré dans les pratiques. Et aujourd'hui, au contraire, il y a même des gens qui n'ont pas une très grosse appétence au numérique, mais qui se rendent compte que les outils qu'ils ont pourraient être améliorés et pourraient mieux fonctionner. Et le troisième point, et ça, je pense qu'il est crucial, c'était évidemment, oui, il faut les agents, les accompagner et tout. La conduite du changement, aujourd'hui, moi, mes plus gros efforts, c'est les préfets. C'est de très loin les cadres supérieurs les plus haut placés dans la hiérarchie, parce que c'est eux qui, finalement, les fonctionnements papier, les parapheurs qui arrivent en tas et tout comme ça marche pas trop mal pour annoter, pour faire des trucs à la main, pour faire ça marche bien. C'est pour les services. Alors, par contre, dans les services, on se rend compte tout de suite de dire « Ah, mais je peux travailler à distance. Je suis plus obligé d'imprimer mes dossiers, de faire mes petites étiquettes, d'aller courir d'un bâtiment à l'autre. » Et donc, du coup, la conduite du changement, en réalité, mais ça, on peut sans doute pas le dire dans les copies, un truc comme ça, parce qu'en même temps, les autorités ont aussi un pouvoir sur ces projets qui font que c'est aussi très bloquant. Si le préfet ne veut pas s'y mettre, en réalité, moi, je ne sais pas trop ce qu'on pourra faire. Mais aujourd'hui, le gros enjeu de pédagogie, et je pense même peut-être plus que les agents, c'est les autorités et c'est les décideurs qui sont peut-être pas les plus enclins à passer sur ces nouvelles solutions. Donc voilà, sur la conduite du changement. Mais du coup, c'est bien parce que ça nous a pas là. Moi, j'avais présenté les grandes étapes, mais qui n'ont vocation peut-être qu'à donner justement ces informations un petit peu pratiques. Et je prends aussi peut-être les questions. Est-ce que la recherche par le contenu des documents va engendrer à terme une fin totale des classements des docs par arborescence? Ah oui, complètement. Complètement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans Marche, moi, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux équipes, c'est que ça ne sert à rien de classer les documents dans une arborescence. Ça ne sert à rien. L'arborescence, si vous êtes obligé de choisir, vous classez par année, vous classez par nom, vous classez par... Dans les bibliothèques, jusqu'à il y a encore relativement peu de temps, vous aviez les classeurs avec les fiches, et souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des copies. Vous aviez le classeur fiche par auteur, un classeur fiche par thématique, et on essayait de doubler les choses. C'est très difficile d'accès, en réalité. Et dans les bibliothèques, on avait... fréquemment, ça peut paraître surréaliste, mais quand vous êtes service public, des gens qui viennent vous dire « Ah, j'ai lu un livre formidable, la couverture est rouge. » C'est impossible de trouver un livre dont la couverture est rouge. Demain, la description des données, et notamment la description automatique des données par l'océanisation et la prise d'images, fait qu'un livre rouge, ça sera possible de trouver un livre rouge. On pourra demander livre rouge et faire sortir la liste de tous les livres qui sont rouges.
Et donc, aujourd'hui, une arborescence, c'est très limité. La description des données et l'ossarisation des données, ça ouvre des perspectives qui sont absolument fantastiques et qui complètement déclassent le classement par arborescence. Donc, oui, complètement. Arborescence, à mon avis, c'est quelque chose qui est voué à complètement disparaître. Et je suis tout à fait d'accord avec Sandrine sur la question des paramétrages et de ce travail de fond. Et ça, je pense que c'est aussi une vigilance. Et ça, pour le coup, je pense que quand on monte ces projets comme ça, il y a une vision par rapport au projet numérique qui est un peu... Le projet numérique, c'est du one-shot. C'est un truc, voilà, c'est un projet, ça se monte en 2 mois, après c'est fait. Et c'est un projet qui consiste à dire, on achète une solution, on la met à disposition. Et à mon avis, c'est pas du tout ça. Acheter une solution, la mettre à disposition, ça, c'est un détail. Le vrai sujet, c'est l'accompagnement. Et ça, c'est un accompagnement. Nous, on monte le projet. À mon avis, on va vite. Hein. On fait ça en 1 an. C'est déjà assez rapide pour faire expérimentation et déploiement. Mais c'est un projet, en réalité, c'est 4, 5 ans de travail après derrière pour accompagner les équipes, pour approfondir encore les besoins, pour améliorer et développer la solution. Et ça, c'est pareil. Ça veut dire, et puis ça, un projet numérique, moi, je le vois dans tous les projets numériques qu'on monte. On fait un projet numérique, puis on a l'impression que c'est un projet, quand c'est fini, c'est fini. Une solution numérique, c'est un administrateur derrière pour l'entretenir, c'est des équipes système qui vont pouvoir régler aussi les petits bugs, les petits détails, les choses comme ça, c'est des améliorations de la solution. Aujourd'hui, une solution comme ça, une solution sur le marché privé, dans tous les 6 mois, elle s'améliore et elle se bonifie. Aujourd'hui, il y a des fonctionnalités, on dit non aux gens, ça n'existe pas, mais ça existera dans 6 mois. La signature électronique à niveau RCS 3 étoiles qui n'est pas encore disponible, c'est-à-dire le haut degré de certification, ça, c'est une implémentation qui va arriver entre juin et septembre. Mais après, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire, des paraphores déportés, et donc, c'est des projets qu'il faut concevoir et qu'il faut porter complètement sur le long terme. Et ça, je pense que ça, Excuse-moi, du coup, Nathanaël, là-dessus, justement, tu réponds à une de mes questions. On est clair que ce type de logiciel est vraiment dans un processus itératif, comme on peut l'avoir sur Resana, c'est-à-dire en clair, c'est quelque chose qui va évoluer évidemment au regard des retours utilisateurs, des choses qu'on n'avait pas forcément indiquées. Est-ce que du coup, une question très pratique, est-ce que dans le cahier des charges dans lequel on est en relation avec le Prestat, ce sujet d'évolutivité, de processus itératif est bien inscrit pour pas qu'on ait de mauvaises découvertes? Est-ce que ça est-ce que ça c'est cadré? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé dans un cahier des charges puisqu'on est censé du coup faire évoluer quand même le logiciel au regard de ses retours? Oui, complètement. Moi, j'ai pas forcément une vision très précise du cahier des charges qui avait été posé, mais la solution qu'on a choisie, elle est complètement dans ce domaine-là. C'est-à-dire que Marche, c'est une société privée qui produit un logiciel du coup Marche, mais qui est un logiciel open source. C'est-à-dire qu'une communauté de développeurs peut tout à fait modifier et apporter ses propres ajouts et ses propres améliorations au logiciel. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça que dans beaucoup de ministères, et notamment des ministères régaliens comme le ministère de l'Intérieur, on choisit ces solutions-là parce que ça permet aux équipes techniques de faire aussi les paramétrages de sécurité et de s'approprier le logiciel pour en faire, pour pouvoir justement les adapter à nos contextes. Il faut savoir que nos contextes numériques, et ça, moi, je cache pas arriver dans un écosystème numérique comme celui du ministère de l'Intérieur ou de certains ministères, c'est dur. Hein, c'est dur. On est vraiment sur des infras qui sont performantes. Et ça, je suis assez impressionné des performances et de l'amélioration vraiment de la robustesse des infrastructures. Par contre, c'est des systèmes c'est très lourd. Alors que justement, aujourd'hui, le schéma du marché numérique, c'est d'évoluer complètement vers la SAS, la solution as a service. On est sur des trucs de plus en plus légers, c'est de plus en plus facile. Juste un compte, une connexion avec des comptes qui existent déjà. Là, nous, on est sur des trucs où il faut reposer dans des serveurs. Et ça d'ailleurs, ça nous met dans une situation qui va être extrêmement difficile en réalité dans quelques années. Dans quelques années, le marché privé il sera complètement en solution as a service. Et nous, on sera là à dire, mais on veut encore des solutions locales. Et ça sera compliqué, mais c'est un autre sujet. Et ça, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup justement dans la relation qu'on a avec Marche. Peut-être ça, sur le projet, on n'est pas obligé d'avoir une relation contractuelle avec Marche, c'est-à-dire que le SGAMI en gros, a récupéré le logiciel, a un contrat avec Marche pour l'entretien du logiciel, mais le logiciel est gratuit. En réalité, si demain vous voulez installer Marche dans votre préfecture, c'est gratuit. Hein, on peut le faire. Moi, j'ai téléchargé la dernière version qui n'est pas la version que porte le SGAMI, mais on peut le faire. Et c'est bien, ça répond exactement à votre question, Vincent. C'est que justement, un des choix critiques dans Marche, c'est que Marche, il est posé sur les serveurs du SGAMI au ministère de l'Intérieur, complètement du coup sur le RIE blindé de sécurité, et c'est complètement la raison pour laquelle on ne s'oriente pas vers une solution as a service. Et ça, je pense que c'est ce qui bloque globalement les solutions as a service. Effectivement, ça pose une très forte question sur la question de la souveraineté qu'on a vis-à-vis de nos données, vis-à-vis desquelles les autorités sont extrêmement attentives et à raison.
Et d'ailleurs, si on voit, je ne sais pas si vous avez suivi les sujets autour du S-Data Hub, mais le S-Data Hub est en train, la CPAM, je crois, se retire du S-Data Hub parce que la solution de service était pensée sur une base Azure et que Azure est un logiciel Microsoft et qu'aujourd'hui, dans l'actualité, de plus en plus, on va avoir des questions comme ça sur les SaaS. Vous connaissez le Cloud Act, du coup, dans la régulation américaine, mais dans la régulation américaine, n'importe quelle entreprise américaine qui fait transiter des données, si elle a été créée sur le sol américain, doit pouvoir donner à la requête des autorités américaines ces données, y compris si c'est des données qui sont stagnées, qui sont restées en Europe, de résidents européens, et la RGPD ne peut pas s'appliquer à des sociétés américaines. Donc là, on a évidemment un énorme sujet de souveraineté des données et c'est pour ça que les solutions SaaS vont être très bloquantes pour nous. Et d'ailleurs, elles sont bloquantes aussi sur d'autres points de vue peut-être plus marginaux qui sont les questions budgétaires. On n'achète pas une solution SaaS, on loue une solution SaaS. Alors, le leasing est en train de rentrer un peu dans nos pratiques budgétaires. Mais moi, je voyais le cas, c'est les éditeurs universitaires il y a encore quelques années. On utilise Adobe, la suite Adobe, parce que c'est la seule suite qui permet de faire vraiment de la création graphique de façon professionnelle. Enfin, c'est vraiment l'outil répandu. Ils étaient très embêtés parce qu'avant, ils achetaient les versions du logiciel. Maintenant, Adobe, c'est complètement en abonnement. Et budgétairement, c'était compliqué de monter des solutions comme ça. Donc, vraiment, deux détails. Et donc, le niveau d'homologation, après, sur le service marche, il y a une homologation d'Enum qui est en train d'être faite, qui n'a pas été faite. Après, en termes de sécurité, on est complètement souverain. C'est sécurité du ministère de l'Intérieur, homologation par le SGAMI et totalement inaccessible hors RIE. Et Magali, je suis complètement dérivé. Mais donc, du coup, nous, on a un contrat avec Marche qui nous accompagne aussi. Et c'est lui qui font les paramétrages qu'on n'était pas obligé de prendre. On peut être accompagné directement par les SGAMI. Moi, je n'en serais pas sorti sans l'accompagnement de Marche, à mon avis. Ça, on pourra en discuter un petit peu après. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup avec Marche, c'est justement la façon dont ils ont construit le logiciel. Ils n'ont pas du tout fait un truc rigide, c'est très ouvert, on peut quasiment tout modifier. Et ça, c'est vraiment c'est un choix qu'on ne fait pas forcément, parce qu'évidemment, c'est plus compliqué de structurer ça en base de données, mais eux, ils le font. Et cette liberté, elle est vraiment très appréciable. Et justement, ça, hier, je leur disais, ouais, est-ce qu'on peut faire ça sur ça, j'aimerais bien qu'on puisse faire comme ça. Non, ça n'existe pas, mais tout de suite, ils ont fait un ticket pour dire, on le met au champ de développement. Et c'est complètement, et ça se voit dans la façon dont on traite le logiciel. Ils ont complètement fait ça comme ça. En fait, à chaque fois qu'un client leur dit un truc, ils le mettent en ligne. Et puis après, si c'est un développement simple, ils vont le faire. S'il y a besoin de financement, ils attendent d'avoir le financement pour le faire. Mais ils ont vraiment pensé la chose de façon complètement itérative. Et donc, pour répondre à la question de Johanna, qui vraiment, on lit dans mes pensées, c'est la slide d'après, sur l'expérimentation de la solution. Justement, nous, le but, ce qu'on s'est dit, c'est expérimentation d'abord, déploiement après, une expérimentation restreinte, du coup, sur 4 services de la préfecture. Avec l'idée, on a essayé de prendre des services représentatifs de la diversité, notamment des processus, en essayant de traiter différents types de processus. Globalement, du coup, il y a 4 services. Le service des ressources humaines, le bureau de la coordination et de l'investissement territorial et le bureau de la représentation et de l'intendance, qui sont du coup 2 services métiers, et le service de modernisation de l'État, mais qui est aussi un service métier. Et en fait, c'est pas tant 4 services, le sujet intéressant, que 4 processus différents. Je vous ai montré un peu ça, c'est ce qu'on a fait quand justement on a essayé de formaliser les processus. Et ça, c'est la première étape de ce genre de projet, c'est d'essayer du coup de poser sur le papier les processus qui ont été faits. Ça, c'est un processus typique de parapheur numérique qu'on retrouve dans des préfectures, assez long, complémentarité de services et circulation des documents. On voit vite à quel moment ça peut devenir chronophage. Donc ça, premier service. Deuxième service, un processus du même type, mais beaucoup plus court, un processus sur le BRI, on est sur le bureau des représentations de l'intendance, c'est un processus très court, uniquement un rédacteur, un chef de bureau et un adjoint, pour voir si justement c'est performant aussi sur des processus très courts, qui étaient d'ailleurs des processus très bien rodés sur le papier. Et ça, je pense que c'est sur un processus comme ça c'est gagnant, c'est banco, hein, ça marche. Sur des processus très courts, un service où il y avait 2-3 personnes, où ils étaient très très rodés sur le papier, je me prononcerai pas tout de suite, on va attendre encore la fin de l'expérimentation pour avoir un avis. Le troisième service, c'est un service sans signature. Ça, c'est vraiment uniquement un traitement, mais qui était un truc collaboratif. C'est le service, on fait les arrêts de travail, on reçoit les arrêts de travail justement numériques, physiques, et justement, on les met dans une banette collaborative et il y a différents agents qui viennent faire différentes tâches, renseigner, un dans Casper, un dans Renoir RH. Là, je pense qu'il y a vraiment de l'intérêt, et surtout, il y a un très gros intérêt de recherche des documents, parce qu'évidemment, avant, c'était un document qui passait d'étape par étape et il se perdait systématiquement. Il y avait beaucoup de jalons dans ce chemin de croix, beaucoup de stations,
et évidemment, il se perdait très régulièrement. Donc là, je pense que l'intérêt, c'est la recherche. Et le troisième sujet, c'est les dossiers de réunion. Alors ça, c'est vraiment c'est intéressant dans l'expérimentation parce qu'un dossier de réunion, il faut une GED pour traiter un dossier de réunion. Et Marche n'est pas une GED. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va essayer. C'est des dossiers de réunion avec quand même des validations de notes et des visas. Donc, ça pourrait rentrer. Mais là, on pousse le logiciel dans les cordes. Et ça, c'est le sujet qui nous a demandé le plus d'aller-retour et le plus de temps de travail parce qu'on est dans la marge de ce qu'on peut faire. Et ça, c'est l'intérêt de Marche. Je pense que Marche, c'est tellement souple qu'on peut tenter de faire des trucs qui ne sont pas prévus. Et pour l'instant, les résultats sont assez probants. Avec la seule difficulté, c'est que tant qu'on l'utilise en numérique, ça marche bien. Quand il faut rematérialiser, il y a justement des choses, mais en même temps, voilà. Et donc là, justement, le but du jeu, nous, c'est qu'à la porte des préfets, on arrive à continuer le chemin numérique. Donc voilà, expérimentation restreinte sur 4 services, mais ça fait quand même 10% globalement d'agents concernés en termes de nombre de personnes. Et avec l'expérimentation, elle est pas tant, à mon sens, complètement sur l'opportunité de la solution, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de tester en se disant ça va marcher ou pas. En réalité, ça va marcher. Nous, on travaille déjà sur le déploiement, c'est une solution qui va marcher. L'expérimentation, elle vise justement à dire ça. Est-ce que ça marche sur tous les processus ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut adapter ? Et elle nous sert aussi vraiment à tester la formation, tester la communication, tester les guides qu'on est en train de créer. Et en fait, c'est surtout ça qu'on va expérimenter. C'est de voir si l'accompagnement qu'on a fait pour quelques services, comment on peut l'améliorer, comment on peut faire un truc pour aller ensuite à un certain rythme, comment on fait pour que les gens ils se sentent à l'aise. Et notamment, il y a aussi une chose, et ça, l'exemple de Rezana va être bien, c'est jusqu'à quel... Moi, mon idée, c'est plus je donne de droits administrateurs aux gens, c'est-à-dire aux utilisateurs et le plus bas possible dans les organigrammes, plus la solution elle est souple. Mais en même temps, il y a 2 écueils. Si je leur donne trop de droits, je peux les mettre dans une situation aussi un peu de malaise, de se dire, ah bah là, il faut écrire des trucs en langage, par exemple, typiquement, créer des modèles de documents, il faut écrire un peu des scripts en XML. Est-ce que je vais les mettre très mal à l'aise ou est-ce que les gens ils vont pouvoir s'approprier la solution ou pas? Donc, jusqu'à quel moment on met les gens un peu en difficulté? Et évidemment, il y a un enjeu de stabilité. Si je laisse créer à tout le monde tous les modèles d'ID ou des choses comme ça, à quel moment ma solution elle va commencer à être un peu instable, où on va avoir un peu des scories dans le logiciel. Et donc, l'expérimentation, elle sert aussi à ça, à voir jusqu'à où on va pouvoir donner de l'administration. Moi, je le dis par exemple sur Rezana, moi, je trouve un des gros défauts de Rezana, enfin en tout cas chez nous, c'est qu'il y a un administrateur local et qu'il faut attendre des validations de l'administrateur. Et ça c'est très bloquant en réalité. Le moins il y a d'administration, le plus les gens sont autonomisés, le plus ça va être fonctionnel parce que le plus ça va être souple. Vincent, on n'a pas à cloisonner les périmètres JET et GEC. C'est-à-dire que pour le coup, ça, on ne peut pas le faire. Il y a tout dans Marche, il y a effectivement une partie d'arborescence, on va pouvoir créer des dossiers qui va s'apparenter à une GED, mais on a des limites qui vont être très gênantes. On ne peut pas importer massivement. On importe les documents un à un. C'est une solution de gestion du courrier, donc en fait, quand on monte un document, on le décrit. Donc en fait, et ça sur une GED, la GED, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi poser un peu des choses en masse. Donc il y a des fonctionnalités de GED, mais qui ne sont pas aussi performantes que ce qu'on pourrait avoir sur une GED. Et nous, ce qu'on fait là pour les dossiers de réunion, c'est qu'on les traite comme un parapheur. C'est-à-dire qu'on fait un dossier. Du coup, on a dû bidouiller. Le logiciel est pensé pour le courrier. Donc, en fait, le premier document que vous rentrez, c'est censé être le courrier qu'on vous a envoyé. Un document qu'on peut le modifier, mais pas trop. C'est pas très pratique de le modifier. Et après, autour de ce document, vous avez un projet de réponse, des pièces jointes, un truc comme ça. Et donc là, pour les dossiers de réunion et les notes, en fait, on crée un premier document qui est le document principal, une espèce de couverture de dossier qui permet, si jamais il y a besoin d'imprimer, d'avoir un truc très lisible, mais qui est du coup le document qu'on ne peut pas trop modifier. Et après, là, on fait notre note qui est un projet de réponse. Et donc, pour le coup, on avance dans les marges. Sur le parapheur électronique et les notes, je trouve que ça marche vraiment très bien. Sur les dossiers de réunion, on a des résultats qui sont, je trouve, très, très satisfaisants tant qu'on ne réimprime pas. Donc, il n'y a pas de différenciation de périmètre JET et GEC parce qu'en fait, il n'y a pas de JET. Ce n'est pas une JET. Mais ça peut quand même rendre le service et je pense que ça vaut le coup d'essayer et en vrai, c'est concluant. À notre niveau, c'est concluant. Nathanaël, peut-être une question dans le process quand vous avez commencé effectivement à lancer les expérimentations au plus près de vos utilisateurs. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises surprises? Je sais que parfois, quand on déplie un outil numérique, en fait, on se rend compte qu'il y a des problématiques un peu qui sont connexes, qu'on n'avait absolument pas identifiées. On se dit, merde, on ne va pas pouvoir avancer tant qu'on n'aura pas traité ce bloc de process ou d'outils qui manquent. Est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé. Hein, indéniablement, c'est arrivé. C'est beaucoup arrivé sur des questions techniques et du coup, c'est moins arrivé sur les questions fonctionnelles, notamment parce qu'on a pris beaucoup de retard technique.
je le dis de façon très transparente. Je sais, il faudrait peut-être que je vérifie la liste des participants avant, mais cela dit, en vrai, c'est pas une critique du travail qu'il fait Osgami et qui est un travail, je pense, très assidu et très engagé. Mais les équipes du Osgami sont totalement sous-dimensionnées par rapport au déploiement de parapheurs aussi large et aussi approfondi. Et quand on avait été les voir, et eux, ils ont l'expérience, je pense, du SVE, ils ont développé, tout le monde a Marche. Dans les préfectures, vous avez déjà Marche. Vous avez Marche pour le traitement de la saisine par voie électronique, qui est un volume de courrier qui est… Nous, la saisine par voie électronique à la préfecture de région, c'est 5 mails par semaine, dont 4 pour la préfecture de police. Et d'ailleurs, même les mails qui nous sont destinés, ils ne circulent pas dans Marche, c'est-à-dire on les reçoit dans Marche parce que le SVE était branché sur Marche, et on les envoie par mail au service de la préfecture. Et c'était ça qui avait été déployé, et en réalité, ils sont… Je ne sais pas combien ils sont, je crois qu'ils sont 6, Osgami, mais 6 pour gérer ça, la jette de l'étranger et plein de choses. Et le SVE, le SVE, c'est complètement un échec. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, Marche, pour le SVE, ça sert, je suis tout à fait d'accord avec Sandrine, ça sert uniquement en fait ils ont fait un connecteur entre le SVE et Marche, donc le connecteur Marche. C'est quoi, Nathanaël, SVE? Le SVE, c'est la saisine par voie électronique. C'est en fait un site unique où on peut… c'est un peu comme des marches simplifiées. D'ailleurs, je pense que le but du jeu à terme, si j'ai bien compris la politique, c'est d'aspirer le SVE dans des marches simplifiées qui permet d'avoir… En fait, l'usager, il a des formulaires transparents et ensuite, c'est envoyé selon un thésaurus aux différentes administrations pour qui ça concerne. Mais ce n'est pas pris en main. On reçoit les SVE sur Marche. Et au lieu de les transmettre à travers Marche, parce que Marche n'a pas été déployé auprès des services, en fait, on envoie un mail. Donc, en gros, les gens ont un formulaire électronique, mais à la fin, il y a un mail qui est rematérialisé pour faire circuler le document. Mais bon, le SGAMI sur l'accompagnement est, à mon avis, n'a pas les ressources pour faire l'accompagnement. Et donc, quand on va là à l'expérimentation, on a pris 3 ou 4 semaines de retard parce qu'au moment de le poser, ça ne marche pas. Et le deuxième truc, et ça pour le coup, moi qui est mon traumatisme là des semaines qui viennent, c'est que moi j'avais travaillé avec Marche pour faire les paramétrages, pour faire le recueil des besoins, et ils m'avaient du coup présenté leur solution. C'est pas la même que la solution du SGAMI. C'est-à-dire, il m'avait bien présenté la bonne version. Le SGAMI, il a la 20.1, il y a des versions nouvelles. Le SGAMI, il a la 20.1. Mais il m'avait dit, tu vas voir les notifications, il m'avait montré le menu des notifications. En fait, il ne peut pas personnaliser. Les gens, ils vont pouvoir choisir, moi, je veux une notification sur ce sujet-là à 18h tous les mardis. Tu vas voir, c'est fantastique. Donc, moi, dans les ateliers de paramétrage, j'avais complètement vendu ça. J'avais dit aux gens, non, mais réfléchissez-y, vous allez voir. On va même pas en parler maintenant. C'est tellement simple que vous allez me dire le jour où on déploie. Et en fait, le SGAMI, non, ça marche pas, la fonctionnalité de notification. Et là, j'arrive même pas à avoir des notifications planifiées. Et là, c'est vrai, c'est le problème parce qu'il y a et typiquement, les préfets, eux, ils attendent la notification pour vraiment s'y mettre. Et là, ça fait 3 semaines que j'essaie d'avoir les notifs et que j'y arrive pas parce que… Et là, on n'était pas préparé sur la notif. Et là, je suis toujours pas préparé. En vrai, c'est… Donc oui, il y a des choses. Et Johanna, oui, l'accompagnement par les équipes de marche, c'est payant. C'est précisément le modèle d'une société comme ça. Le logiciel est gratuit, mais ce qui est payant, c'est toutes les prestations de services. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, globalement, là, pour l'accompagnement sur 1 an, c'est eux qui prenaient en main les ateliers de paramétrage, c'est-à-dire que c'est eux qui ont organisé les ateliers avec les métiers, qu'on fait le recensement des paramétrages, c'est eux qui ont fait le diagnostic de la solution, et il y a un accompagnement sur 1 an en cas de problème, avec la possibilité de faire certains petits développements. Ça nous coûte, si on ajoute les sommes UGAP, INOPS, 80 000 €. Sachant que l'UGAP et l'INOP prennent une grosse part, la prestation initiale de Marche, c'est 50 000. Non, mais la notification, Johanna, du côté de Marche, elle fonctionne. Hein. Les notifications, elles marchent. Les notifications au SGAMI, elles marchent pour certaines, mais ils ont dans le… Je pense que c'est pour des accès au serveur, c'est-à-dire qu'en fait, dans la 20.1, il y avait une interface qui permettait d'écrire directement dans certains fichiers. En gros, la cron table, ça permet de gérer les planifications et les tâches planifiées. En fait, le SGAMI, pour son fonctionnement et pour la protection de ses serveurs, ils ont mis en place d'autres scripts. Et ces scripts-là, ils ne sont pas interfacés. Et donc, du coup, on ne peut pas y accéder. Et les notifications ne sont pas exactement les mêmes, mais dans la version de Marche, ça fonctionne. Donc ça, c'est un petit peu un risque. Et ça, c'est pareil dans l'accompagnement par le prestataire Marche. Là, le petit défaut aussi, c'est que ils ont accès au serveur de recettes, ils n'ont pas accès au serveur de production. Ils ne peuvent pas attaquer directement dans le serveur, justement pour des questions de protection des données. Les serveurs, ils sont au ministère de l'Intérieur.
Marche, ils ont un accès parce que Marche travaille avec le SGAMI. Hein. Il y a des équipes de Marche il y a 2 personnes chez Marche qui travaillent pour le SGAMI à temps complet, quasi complet. Donc, mais ils ont des accès, mais pour des questions justement de confidentialité des données, ils ont accès à la recette, mais pas à la production. Donc ça, c'est pareil aussi. Moi, aujourd'hui, c'est pas un accompagnement du coup. Il faut pas se dire, vous prenez Marche, c'est bon, il n'y a plus de paramétrage. En réalité, là, j'en fais beaucoup parce que ça va plus vite. Et quand j'ai besoin de paramétrage un peu compliqués, en fait, je suis en visio avec eux et c'est moi qui les fais quand même. Parce qu'eux, ils m'expliquent comment les faire, mais on doit les faire. Donc ça, c'est pas, voilà. Et Sandrine, moi, j'avais pas l'historique sur la saisine par voie électronique, mais c'est exactement ce qu'on disait au début. Hein. On peut mettre en place des logiciels qui marchent du point de vue technique en 6 mois. Mais ça marchera pas. Franchement, c'est comme si en vrai, on peut arriver dans le garage de la préfecture et poser un char d'assaut. Si on n'explique pas au chauffeur du préfet comment le conduire, personne ne se promènera en char d'assaut. Le char d'assaut, c'est peut-être pas l'exemple le plus gamin. On peut prendre un avion. Je sais pas, on l'a vu en Ukraine, hein, on livre des avions. Quand on livre un avion, on livre aussi une formation avec l'avion. Marche, c'est un avion supersonique. Si vous posez un avion supersonique au milieu de la préfecture, ça n'en fera pas un bon outil. La saisine par voie électronique, je pense que c'est assez fort techniquement. Mais ça ne marchera pas parce qu'en fait, il n'y a rien qui a été prévu pour que ça marche. Donc, c'est un projet numérique, c'est un projet, c'est pas un outil. On n'est pas sur on n'achète pas quelque chose, on achète un concept en réalité. Surtout maintenant, parce que les outils qu'on a maintenant, c'est des outils vraiment différents. C'est pas avant justement, on achetait des outils qui ressemblaient à ce qu'on faisait avant. Donc c'était une copie numérique du papier. Aujourd'hui, c'est plus ça. Donc ça s'accompagne d'autant plus sur la suite. Nathanaël, on a encore 10 minutes. Tu as encore peut-être 2-3 petits éléments. Non, c'est bon. Non, super. Alors moi, j'avais juste une question. Donc actuellement, on est clairement dans la phase expérimentale sur un panel restreint. Actuellement, moi, ce que je propose aux participants qui le souhaitent, c'est prendre la parole directement si vous avez des questions complémentaires. Est-ce que Nathanaël, cette présentation, on pourra la partager avec nos participants? Il faudra qu'on voit ensemble et dans ce cas-là, pour celles et ceux qui sont intéressés, on vous la transmettra. Et puis éventuellement, Nathanaël, si tu es d'accord, et un grand merci encore pour ton intervention, c'est peut-être revenir dans 6 mois pour nous dire où ça en est. Ça pourrait être pas mal. On cadrera avec toi un peu le calendrier pour voir s'il y a des attendus, des retours, des résultats qu'on souhaiterait partager dans le cadre de ces testés et approuvés. Mais voilà, je laisse la parole aux participants. N'hésitez pas à ouvrir votre micro, c'est peut-être encore plus sympa. Johanna, notamment, qui est en train d'écrire, n'hésitez pas, Johanna, si vous souhaitez vous adresser directement à Nathanaël. Soline, c'est pareil, n'hésitez pas. Bonjour, c'était pas une question, c'était simplement pour vous remercier de votre intervention et de ce partage. Merci Johanna, surtout d'être venue. Je suis heureux d'échanger. Je pense on rencontre tous les mêmes thématiques. D'ailleurs, ça c'est un truc que dans les partages, les slides évidemment, mais on va aussi, nous notre idée c'est que du coup on va aussi, mais ça Magali d'ailleurs, faut que je t'en parle, mais de pouvoir vous donner aussi les guides qu'on a construits, les documents sur nous un peu l'idée c'est de pouvoir distribuer aussi les petits outils qu'on a créés. Peut-être j'avais noté un petit truc sur les financements, ça vous intéressera peut-être aussi de savoir comment on finance, ça j'avais fait Alors, les points négatifs de Marche. Moi, je suis très emballé. Hein. J'ai aucune part chez Marche, vraiment aucune. D'ailleurs, ils sont très sympathiques. Sur le logiciel, le point négatif, c'est que c'est un logiciel qui a été construit en tout cas, Marche Courrier, il est vraiment construit pour du courrier. Et donc, il y a ces petits trucs qui sont un peu chagrinants là on peut pas, la première pièce, c'est forcément une pièce moins modifiable. Alors, le logiciel est tellement souple qu'en fait, quand vous ouvrez votre parapheur, vous avez un document à droite, un document à gauche. Le document à gauche, c'est votre original reçu par le courrier, et à droite, c'est le document de projet de réponse. À droite, vous avez un petit bouton bleu pour modifier, c'est super facile. À gauche, vous n'avez pas de bouton pour modifier. Mais le logiciel est tellement souple que si vous vous arrangez en cliquant sur un bouton à le faire passer à droite, alors vous pouvez le modifier. Mais ça mériterait quand même d'être un peu approfondi. Et la question courrier, elle se manifeste aussi, et ça c'est un petit truc dans la sémantique. C'est-à-dire que c'est marqué, tous les documents s'appellent courrier à traiter, courrier reçu, courrier à signer. Alors que nous, en réalité, il y a beaucoup de choses, c'est pas du courrier, en fait, c'est des documents. Donc ça demande un peu de pédagogie. Mais Marche, en réalité,
des projets, il y en a partout. Il y en a, je veux dire, dans le secteur public. Et vraiment, la solution qu'ils ont conçue, moi, j'étais pas trop au milieu de ministère, j'étais pas au ministère de l'Intérieur avant, j'étais sur d'autres choses, mais je me suis rendu compte, par exemple, en regardant hier au bureau du courrier, ce qu'on a envoyé sur des dossiers réservés sur les circulaires, c'est exactement ce qu'il y a dans Marche. Et en fait, Marche, ils ont vraiment conçu leur logiciel au contact de nos organisations et de process qui sont les nôtres. Et je pense que c'est pas un logiciel du privé qu'on va implanter sur le secteur public, je pense que c'est vraiment penser secteur public. Enfin, en tout cas, ça se voit qu'ils l'ont construit de façon itérative et au contact des utilisateurs, et que les utilisateurs, c'était secteur public. Et franchement, c'est un bel outil, hein, c'est vraiment un bel outil. Et moi, après, je sais pas, moi, j'ai pas trop de points de comparaison avec d'autres choses. Je sais juste que dans mon équipe, la personne qui s'occupe de la conduite du changement, le cabinet qui fait ça, ils ont porté Élise à l'Éducation nationale juste avant de venir ici, et ils trouvent que Élise, que c'est le jour et la nuit. Donc, après, ça vaut ce que ça vaut, hein, comme commentaire, c'est très indirect. Mais voilà. Non, moi, j'ai vraiment très positif. Peut-être entre les deux questions, là, sur la question des financements, sur les financements, nous, on a beaucoup d'aides. La prise en charge, à la fois, on a 2 cabinets qui nous accompagnent, un sur la conduite du changement et un sur justement l'accompagnement, paramétrage, mais voilà, sur le côté fonctionnel et l'organisation des choses. Et la DITP, dans le cadre de l'accélérateur zéro papier, apporte des ressources financières considérables. Hein. Vraiment, nous, en termes de prestations, on ne paye que Marche. Le reste est complètement pris en charge par la DITP, mais pas seulement financière. La DITP, Clio Lardenois qui nous accompagne, et aussi, elle est présente à tous les points hebdomadaires chaque semaine, elle nous donne des conseils, elle a pu nous mettre en relation avec d'autres institutions qui étaient en train de le faire, et donc cet accompagnement-là, il est extrêmement précieux, et donc voilà, il y a cette possibilité d'accompagnement, et ça représente quand même, mine de rien, un investissement de la préfecture de région qui est et c'est pareil, un investissement financier sur la prestation de marche, l'acquisition de scanners et de matériel, un investissement humain, parce que moi je suis délégué sur cette mission-là, alors je suis pas à 100% sur ce sujet-là, mais on a aussi des contractuels qui nous accompagnent, enfin on a quand même c'est un investissement lourd, hein, pour une organisation, mais aussi, et ça c'est important, et ça c'est un projet sur le coup, ça, je pense que c'est le seul critère très rédhibitoire, c'est si les autorités sont pas convaincues du projet et ne le portent pas, ça fonctionne pas. Donc, et là, moi, je suis très heureux que les préfets portent le projet avec force enthousiasme, en tout cas, une part du corps préfectoral. Une part du corps préfectoral. Sans ça, vraiment, l'accompagnement, pour le coup, on ne peut pas faire ça. Arnaud, on peut échanger. Je peux peut-être vous mettre en relation avec Théo, qui pourra vous donner de la perspective. Moi, la seule chose qu'il m'a dit, c'est que c'était vraiment très le jour et la nuit. Et puis, je pense même en termes visuels, sur la conduite du changement, ils trouvent ça beaucoup plus facile avec Marche, parce que le logiciel est plus instinctif. Mais ça, peut-être écrivons-nous, et je peux vous mettre en relation avec Théo. Complètement sur la taille, Marianne, 180 agents complètement. Moi, j'aurais même tendance à dire 5 agents, faites-le. Non, peut-être pas 5, ça serait un peu ridicule, mais non, qui sait, je crois, peut-être que quelqu'un a l'information là dans le public. En Charente-Maritime, ils étaient 80, 90 quand ils l'ont fait. Mais ça, moi, c'est vrai que se dit c'est une faute. Hein. Moi, j'ai pas fait le benchmark, donc du coup, moi, je suis arrivé, la solution était déjà choisie, donc moi, je me suis engouffré dans le. Mais je pense que Élise, en vrai, moi, je vois mal comment on peut arriver à faire GECGED aussi performant GECGED dans le même logiciel. Donc je pense que c'est un peu. Après, c'est subtil mais Magali a vu la réponse, je crois qu'il va falloir que tu organises un aparté comparaison Élise Marche. Hein. Ouais, c'est super, merci. Vous nous donnez plein de bonnes idées pour les prochaines programmations, c'est top. On fera le match, un petit match, ça peut être sympa. Ouais, c'est ça. Et puis les gens, ils voient pas la différence. Vincent, quand c'est vrai que les utilisateurs, je veux dire, leur expliquer la différence entre une GEC et une GED. Déjà, franchement, même moi, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Hein. Moi, je vois juste la différence d'usage, mais c'est pareil. Après, allez leur expliquer que le SAE, nous, par exemple, Marche, aucune limite de stockage. Donc, en fait, on peut archiver, mais expliquer aux gens qu'on va quand même déployer un système d'archivage électronique.
Voilà, c'est compliqué, mais bon, c'est des enjeux un peu mais ça, c'est un. Après, encore une fois, moi, je trouve que ça peut complètement marcher. Après, une JED, typiquement, la JED, ce qui est intéressant. Mais par exemple, la partie JED de Marche, elle permet d'avoir des dossiers partagés à plusieurs personnes. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir des intersilos. Nous, nos structures d'archivage partagé aujourd'hui sur les serveurs, elle n'est pas. Moi, j'ai pas accès aux serveurs de mes collègues d'un autre bureau. Donc ça, c'est possible. Donc il y a quand même des fonctionnalités qui sont pas mal. Mais typiquement, par exemple, une JED, on ne peut pas importer massivement des documents. C'est gênant. Madame Gilardo, est-ce que la DRAC est concernée? Non, la DRAC n'est pas concernée pour l'instant, me semble-t-il. Hein. Je ne veux pas dire une bêtise. Normalement, et c'est surtout en fait l'intérêt de la gestion électronique du courrier. Après, ça, je pense que c'est des discussions qui ont eu à d'autres niveaux, mais pour l'instant, c'est justement l'intérêt, c'est gestion électronique du courrier. Donc, c'est les courriers qu'on va recevoir à la préfecture sur le site du Ponant. Et donc, c'est comme ça la base de numériser le courrier, de faire zéro papier. Donc, a priori, la DRAC, si je ne m'abuse, on ne reçoit pas votre courrier. Archivage temporaire versus définitif, ouais, c'est ça la distinction. Après, même archivage courant, archivage intermédiaire, archivage définitif. Dans des systèmes d'archivage, la principale différence, c'est le modèle de description des données et la stabilité du modèle de description des données. Sur du Marche, on n'est pas en CEDA. Évidemment, il y a des opérateurs qui permettent de basculer justement d'un archivage. Mais ça, c'est notre gros sujet. Magali, dans notre retour de projet, moi, je pense que l'erreur qu'on a faite, c'est d'avoir d'avoir lancé un parapheur électronique, une GEC, sans lancer en même temps un projet d'archivage électronique. Et là, moi, on essaye avec du coup quelqu'un qui vient travailler sur ça, mais alors c'est des gros sujets. Archivage électronique, c'est des bons gros sujets, c'est quand même bien compliqué. Mais on essaie là du coup de rattraper un peu les wagons en se disant si on pouvait mettre un système d'archivage là dès septembre, arriver à monter un truc. Mais c'est un gros sujet, ce qu'on dit, les DUA, c'est un sujet, c'est technique. C'est très technique, c'est un petit peu compliqué. Et puis un système d'archivage électronique, surtout ce qui est compliqué, c'est que c'est pas seulement faire de l'archivage, transformer l'archivage existant, l'archivage électronique, parce que si vous penchez 2 minutes sur la question, vous allez vous rendre compte qu'en fait, surtout, il n'y a pas de politique d'archivage. Dans nos administrations, on peut dire ce qu'on veut. Hein. L'archivage aujourd'hui, on fait des cartons dans nos bureaux, et puis quand il y a un déménagement, on perd les cartons. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est la politique d'archivage aujourd'hui. Hein. Nous, on vient de déménager, et franchement, moi, je l'ai fait. Hein. Le carton, on l'a pas trop étiqueté, j'espère qu'il ne reviendra pas. Hein. C'est comme ça qu'on traite l'archivage. Mais donc, du coup, c'est d'autant plus compliqué qu'en fait, il faut créer une politique d'archivage quasiment. Alors, je dis ça, j'espère que la personne en charge de l'archivage n'est pas là. En réalité, justement, elle a un gros travail pour définir une politique d'archivage. Mais justement, là, il y a un truc. Parce que là, avant l'archivage, les gens, ils attendaient d'avoir une pile, et puis à la fin de l'année, c'est comme nous, ils vont dans le grenier, et là, il y a 400 cartons, et puis on le fait mal. Dans un système comme Marche, l'archivage, il est automatique. Si on a décrit bien le document, après, justement, ça, c'est ce qu'on parle, Arnaud parle de connecteur, justement ça, on décrit bien le document, on rajoute transparent pour les usagers, l'archiviste est en train de nous faire les règles de DUA, on les corrèle à un type de document, et après, avec un connecteur qui va emmener vers Vitam ou vers un système d'archivage, automatiquement. Donc, on peut vraiment faire une vraie politique d'archivage pour l'administration, et c'est très précieux. Ça pourrait être très précieux. Et Arnaud, moi, ça m'intéresse beaucoup, là, les connecteurs Elise Vitam. Je pense qu'on va aller vers Vitam. Et je pense qu'on va aussi travailler sur le connecteur Marche Vitam. Il y en a qui existent déjà. Hein. Il faut se renseigner auprès de Vitam. Je pense qu'ils en ont des. Je me demande si Elise Vitam, c'est possible que ça soit déjà fait. Hein. Mais bon, je m'avance peut-être. Du coup, il est midi, Nathanaël. Merci vraiment beaucoup. On peut prendre encore peut-être quelques questions. N'hésitez pas, encore une fois, à ouvrir le micro. On voit que c'est quand même un sujet qui parle beaucoup. Donc, vraiment, merci, Nathanaël, d'avoir été aussi à l'initiative de proposer une présentation de notre démarche sur justement ce parapheur numérique. Moi, je vois plusieurs choses. Pouvoir transmettre ta présentation à nos participants. Donc, ça, c'est quand même plutôt chouette.
peut-être se refaire un autre point plus tard avec un petit bilan sur la manière dont on avance sur le paraphore numérique, ça pourrait être sympa. Et pourquoi pas l'ouvrir à d'autres prefs ou d'autres collègues qui travaillent sur ces sujets pour justement imaginer un peu les connexions. J'ai bien noté qu'effectivement, il y a d'autres sujets à ouvrir. Et donc, avec Alice, que je remercie, on va peut-être vous proposer aussi d'autres sujets, notamment ce match Élise Marche, mais on voit aussi qu'il y a le sujet évidemment de l'archivage. J'ai noté aussi qu'Arnaud Chameroy, Sandrine Robinet, Vincent Lamarre, vous aviez sûrement aussi plein de sujets peut-être qu'on pourrait partager, donc on pourrait revenir vers vous et voir comment on pourrait aussi élargir la programmation. Voilà. Ce qu'on vous propose, c'est prendre peut-être 2-3 dernières questions et puis encore remercier Nathanaël. On vous frustre un peu, mais c'est cool parce que la frustration, ça signifie qu'il y a encore plein de choses qu'on va pouvoir décliner avec vous. Grand merci Nathanaël pour cette transparence et cet échange de pratiques. Je pense qu'on en a vraiment tous besoin. On espère, nous, organiser aussi, je pense, sans doute monter avec le SGAMI puis nos partenaires un retexte, je pense que le projet sera un peu plus avancé. Ce sera aussi l'occasion de se rencontrer, de vous inviter à la préfecture et puis peut-être, je sais pas, voilà, on voit ça. Ah ouais, super. Faire un truc en présentiel aussi. Ouais, ce serait vraiment chouette. Bah, et puis surtout, le présentiel, en fait, c'est un peu frustrant parce que là, je parle tout seul, mais du coup, j'ai plein de choses à nous dire, en vrai. Mais c'était le début, Nathanaël. Il fallait lancer ça, tu vois. Il fallait s'assurer que ça parlait, que ça donnait envie. Et voilà, on a la preuve, tu vois. Nous aussi, on est dans un processus itératif dans notre programmation d'étapes. C'est parfait. Parce qu'on a tous nos regards, on a tous fait un peu nos benchmarks, nos choses. Et je pense qu'on a vraiment des choses à s'apporter. En fait, on a les mêmes sujets. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc… Sandrine propose, Nathanaël, peut-être pour conclure, une communauté marche, tu vois. Il y a Sandrine, je récupérais vos adresses mail. Il y en a une sur Osmose, ouais, absolument, Vincent. Ah ben voilà. Parfait. Je pense que c'est Isabelle Millet, elle a des NUM qui la gère. Il y en a une qui existe. Après, il faut que je vois, on peut discuter avec elle. Je crois qu'elle, justement, elle avait fait ça un peu. Elle avait pensé, je crois, périmètre un peu Île-de-France, mais je pense qu'on peut élargir pour avoir justement des échanges un peu techniques. Et je crois que ce qui est intéressant dans la communauté, c'est qu'il y a notamment le SGAMI qui est dedans. Ce qui aide. Le SGAMI qui est pas mal le changement de poste, le SGAMI, en ce moment. Je pense Et puis, il y a aussi des réflexions à la DNU, des évolutions de ma forme. Et voilà, mais il y a encore un sujet. Nathanaël, on va arrêter, on va devoir arrêter. Alice, on a les coordonnées mail de l'ensemble des participants Oui, tout à fait. Super, parfait. Donc, du coup, ce qu'on vous propose de manière totalement arbitraire, c'est qu'on va vous transmettre la présentation de Nathanaël. Nathanaël, tu as eu sûrement la bonne idée de laisser tes coordonnées, notamment ton numéro de portable personnel, pour qu'on puisse bien te joindre très souvent. Non, je sais pas, mais ceci dit, d'avoir tes coordonnées, ça peut être pas mal aussi. Je les ajoute, je les ai pas mises dans les slides, je les ajoute et je vous les renvoie. Super, parfait. Et dans ce cas-là, on vous remercie vraiment toutes et tous pour votre participation. On savait bien que ça allait vous plaire, mais là, on est vraiment contente avec Alice et content avec Nathanaël, c'est qu'on voit que c'est vraiment un sujet qui porte. Et on avait plutôt bien intérêt à partager. On vous fait un petit coucou très rapidement avec cette présentation. Et très prochainement avec Alice, avec toutes les belles idées que vous nous avez données, eh bien, on vous propose d'autres petits sujets. Et vous reverrez assez souvent Nathanaël, parce que Nathanaël, c'est notre chargé de mission transfo numérique. On va en parler beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Grand merci encore Nathanaël. Et puis, à très vite pour d'autres testés et approuvés. Et n'hésitez pas à nous faire proposition de programmation. Merci à tous. Merci. À bientôt.